Nous sommes prêts à démarrer cette deuxième partie de la journée. C'est une partie très importante. Nous allons consacrer nos échanges de l'après-midi au sujet critique de l'inclusion et en particulier de la jeunesse et des quartiers prioritaires ou de zones rurales. Ces débats, nous n'allons pas les tenir entre nous, représentants de sociétés étrangères en France. Nous allons les tenir en présence des associations nombreuses. Je crois que leurs noms vont s'afficher sur l'écran derrière moi, avec lesquelles nous avançons et nous travaillons sur ce sujet. Je souhaite la bienvenue à tous les représentants et dirigeants de ces associations. Et je les remercie non seulement pour leur présence avec nous aujourd'hui, mais surtout pour le travail de fond qui est fait grâce à elles chaque jour sur le terrain. Et je crois que vous pouvez tous les applaudir. Outre les associations, nous sommes également très heureux d'accueillir avec nous plusieurs dizaines de jeunes. Ces jeunes forment d'une certaine façon la promotion 2019 des États de la France. Et je tiens à remercier Jeunes d'Avenir et en particulier Daniel Deruy de les avoir invités pour nous. Je vous demande également de les applaudir. Certains d'entre eux vont d'ailleurs s'exprimer auprès de nous durant l'après-midi. Je tiens à préciser que nous avons réuni leurs CV et qu'ils vous seront distribués par email à vos DRH. Ils sont également disponibles, je crois, dans les urnes que nous avons installées à l'entrée. En tout cas, vous aurez accès à ces CV. Merci de bien vouloir les aider dans leur cheminement vers l'emploi. Je vais maintenant laisser directement la parole à Nicolas Petrovitch, d'abord, président de Siemens France, qui va introduire et présider cette première session de l'après-midi, qui sera suivie d'un échange que va mener François-Xavier Petry avec un de ces jeunes. Alors le sujet de cette session, et j'appelle d'ores et déjà les différents intervenants à s'installer. Je remercie à nouveau François-Xavier Petry, éditorialiste à LCI, qui va animer cette séquence. Merci beaucoup François-Xavier. Claude Albert, vice-président de Collins Aerospace Europe, Yves Bernard, Accenture Technologies Europe et Intelligent Platform Services, Jean-Christophe Bujon, qui est le PDG Smurfit Kappa en France, Christophe Catoire, le président d'Adecco Group en France, Frédéric Collet, président de Novartis en France, Alain Melon, président de HPE France, et Karine Vidic, directrice RH et Creative Consulting et Applications EMEA de Steelcase, sans oublier Thierry Zulian, directeur des ventes de Mondelez International. Alors, le sujet très rapidement, c'est pour cette première table ronde, quelle est la situation aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il faut s'engager et que font d'ores et déjà nos entreprises au service de l'inclusion. Tu as la parole, Nicolas. Merci Olivier. Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Alors, je vais peut-être commencer par déjà remercier Denis Zervudaki d'ailleurs pour l'excellente initiative, l'organisation d'aujourd'hui, et puis sur le choix du sujet. Quand Denis nous a dit cette année on va parler d'inclusion, ça a été vraiment extrêmement bien accueilli, ça a créé un vrai buzz dans notre petite communauté des sociétés étrangères en France. Et ça a bien résonné avec nous et vous allez voir tout à l'heure qu'effectivement nous avons tous énormément d'expérience et d'envie sur ce sujet. Alors pourquoi ? Bon, on le sait, on en a parlé ce matin, il y a en France comme dans d'autres pays des problèmes d'inclusion importants et que finalement ces problèmes d'inclusion deviennent encore plus critiques en ce moment quand la croissance redémarre. Alors, moi, j'aime bien une théorie économique des années 70, c'est la théorie du tunnel. C'est-à-dire vous êtes dans un tunnel, vous avez deux files de voitures, vous êtes à l'arrêt, personne n'est content, puis tout à coup, vous voyez la file de gauche qui commence à avancer. Alors vous dites, ah, c'est génial ça avance, je vais bientôt avancer.
puis ça accélère à gauche, et puis vous bougez pas. Et là, de l'espoir et de l'enthousiasme, ça se transforme rapidement en colère et en frustration d'être exclu. Et à mon avis, c'est un peu ce qu'on voit en France et dans d'autres pays, dans certains domaines, où avec l'économie qui reprend, on voit certains qui sont dans ce mouvement-là et d'autres qui se sentent exclus et qui se sentent à part. Alors, comment lutter contre cette exclusion ? Nous pensons tous collectivement que les entreprises ont un rôle à jouer. Et j'ajouterais que ce rôle, nous voulons, nous le faisons, nous souhaitons le prendre sans y être contraints. Et je vais donner un autre exemple qui est celui de ce qui vient de se passer, je crois, il y a une semaine, qui était, nous avons signé avec un certain nombre d'entreprises en France, un certain nombre ici, un manifeste pour les travailleurs handicapés. Ce manifeste, qui en appelle d'autres, je pense que nous en aurons un tout à l'heure qui sera révélé, voilà, ça montre que les entreprises n'ont pas besoin d'être contraintes par la puissance publique. Au contraire, il faut travailler tous ensemble pour inclure tout le monde dans le développement économique. Les entreprises étrangères, je pense, et c'est notre conviction, finalement par nature, aiment cette diversité et en ont besoin quand elles sont installées en France. Donc nous avons toutes dans notre ADN le fait que, voilà, en ayant dû nous adapter à un marché différent, nous apportons aussi de la diversité et que donc cette diversité est une force. C'est ce qui fait que nous avons du succès sur un marché comme le marché français. Si je prends peut-être maintenant mon expérience chez Siemens, qui est une société effectivement assez ancienne, qui a une culture, un ADN voilà, du capitalisme inclusif, je dirais, du type allemand, rhénan. Nous sommes installés en France depuis 150 ans, nous avons 7000 employés, 60 villes, et donc, qu'est-ce que nous avons appris sur ces sujets-là et que nous allons sans doute partager avec mes collègues, c'est que, alors nous avons déjà choisi des priorités. Nous, c'est le handicap, l'égalité des chances et l'égalité homme-femme. Et pour mener ces actions à bien, notre conviction, c'est qu'il vaut mieux une somme d'actions concrètes plutôt que des grands discours. Et c'est ce que nous allons voir dans un instant, c'est que tout le monde ici, présent, représente une somme d'actions formidables et toutes qui ont vraiment un impact sur les personnes. La deuxième chose, c'est que c'est du temps long, il faut du temps. Et notamment dans les partenariats, donc je sais qu'il y a beaucoup d'associations aujourd'hui. Donc nous avons eu la chance chez Siemens de travailler avec Nos quartiers ont du talent pendant très très longtemps. Par exemple, hein, ce n'est pas la seule association, il y en a de nombreuses qui sont formidables en France. Et nous avons gardé ce partenariat sur un temps très très long. Et ça, c'est ce qui permet d'impliquer les équipes. Parce que ça, c'est le dernier point, la dernière chose que vraiment je voudrais partager, et on le partage tous, c'est que toutes ces actions renforcent la fierté des équipes internes et donc renforcent la motivation des équipes. Donc, l'inclusion, ce n'est pas quelque chose qu'on met dans un rapport social et à la fin du rapport annuel. C'est quelque chose qu'on vit en interne avec toutes les équipes. Et tout à l'heure, à la fin de notre panel, nous aurons une de nos stars montantes chez Siemens, un de nos collaborateurs, Larbi, qui montera sur scène et qui nous parlera justement de son parcours et de comment il vit ça de l'intérieur, parce que je pense que c'est ça qui est le plus convaincant. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, je donne la parole à François-Xavier pour le panel. Merci. Merci. J'allais dire merci, mais... On va essayer sans micro. Avec micro, oui, ça marche. C'est parfait. Merci, Nicolas. Alors, grand sujet hein, que celui de cette première table ronde de l'après-midi. Bienvenue d'abord à toutes et à tous. Premier débat, donc, les entreprises citoyennes et mobilisées. Ça me paraît évident. En tout cas, si elles sont là sur scène aujourd'hui, c'est parce qu'elles sont citoyennes et mobilisées. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'on essaye de rentrer dans le détail. Vous l'avez dit, c'est important de voir quelles sont les actions concrètes qui sont faites autour de ça. Comment sont-elles mobilisées, ces entreprises? Par quelle méthode? Avec quels résultats? Avec quelles difficultés aussi elles rencontrent? Qu'est-ce que ça leur apporte, à la fois en termes comment dire,
de fonctionnement de l'entreprise, de business, mais aussi de valeurs et de partage des valeurs. On va voir tout ça donc avec nos invités. Vous avez vu, nous avons un panel consistant, voilà. Je remarque qu'il n'y a qu'une femme, hein, mais bon, ce sera peut-être un sujet. Donc simplement pour vous présenter mes dirigeants qui sont autour de moi, Christophe Catoire, voilà, Frédéric Collet, le voilà, également Karine, donc ça, je viens de vous citer, Yves Bernard, où est-il? Ah ben de l'autre côté, voilà, parce que je les identifie pas tous parfaitement. Hein. Alain Melon, voilà, et Thierry Zulian, le voilà. J'ai oublié quelqu'un? Non, hein. Si. Allez-y, Monsieur Bujon. Monsieur Bujon. Jean-Christophe Bujon. Jean-Christophe Bujon. Voilà. Écho d'Albert, mais décidément, j'en oublie beaucoup. Merci à vous d'être là. Ce que je voulais vous proposer, c'est peut-être qu'on fasse un premier tour de table, un premier tour de piste pour voir quels sont, une fois qu'on a posé le sujet, quels sont les bonnes pratiques, quels sont en quelque sorte les éléments que vous avez développés dans ce sens-là dans les entreprises, les filiales que vous dirigez. Je vais commencer par vous, Christophe Catoire, donc président de The Deco Group pour toute la partie France et Europe du Nord. Déjà peut-être en quelques mots nous dire quelles sont les bonnes pratiques que vous avez développées chez Adecco. Peut-être en termes de bonnes pratiques, ce qui est souvent important de rechercher dans l'entreprise pour que ce soit durable, c'est-à-dire que ce soit comme on le disait de Siemens tout à l'heure, que ça dure dans le temps, il faut qu'on arrive à trouver le lien entre performance économique et performance sociale. C'est-à-dire que c'est toujours beaucoup plus facile quand on a quelque chose qui accompagne la croissance de l'entreprise que de dire ça tient à une personne qui va tirer une entreprise et quand cette personne partira, l'initiative peut s'éteindre. Donc ça, c'est peut-être mon propos préliminaire. Ensuite, pour entrer plus concrètement dans le détail, c'est vrai quand on travaille dans le monde de l'emploi, aujourd'hui, et je pense que ce sera le cas à la fois des entreprises présentes et des candidats présents, les entreprises diront en ce moment, on a beaucoup de difficultés à trouver des candidats. Les candidats diront, on a beaucoup de mal à trouver un emploi. Là, typiquement, on a un vrai problème qui est à la fois du domaine de la performance économique et pour aller un peu plus loin aussi la performance sociale. Pourquoi? Prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, plus d'un chômeur sur deux en France n'a pas travaillé depuis plus d'un an. Et c'est vrai que ce qu'on appelle le matching dans le métier du recrutement, il est difficile à établir. Et si vous n'avez pas un accompagnement un peu plus important sur une dimension sociale pour, entre guillemets, reprendre l'habitude de travailler, si vous n'avez pas un effort plus particulier en termes de formation, forcément, la problématique économique va rester et vous n'aurez pas à adresser une problématique sociale. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, ça passe par la formation. Et ce qui peut ne pas apparaître social, en réalité, s'avère social. Aujourd'hui, on a un taux de chômage des jeunes qui est d'à peu près 19%. Et quand on regarde pourquoi, on se dit l'éducation nationale ne remplit pas les besoins des entreprises. Donc à un moment donné, soit on change tout l'éducation nationale, on sait bien que ça met du temps, soit on prend ses responsabilités en tant qu'entreprise. Alors l'éducation nationale fait SAMU, à la limite, on va la laisser faire SAMU. Côté entreprise, néanmoins, les urgences sont pour maintenant. Il paraît que c'est devenu un colibri maintenant, et plus un mammouth. Voilà, c'est une bonne nouvelle en soi, l'image est belle. En tout cas, en termes d'entreprise, ce que l'on voit avec notamment les nouvelles lois qui autorisent les entreprises à créer des CFA, des structures de formation, c'est quand on prend en main la dimension d'apprentissage et qu'on recrute non pas sur des CV, mais sur des potentiels, on va trouver des personnes qui vont donner leur motivation pour travailler chez vous, qui vont vous dire « j'ai rien appris pour l'instant, mais j'ai envie de travailler chez vous parce que j'aime bien votre produit, votre entreprise, l'endroit où vous êtes, on parle beaucoup de la mobilité, et j'aimerais rester là pour des questions familiales ». Quand vous adressez la motivation et que vous apportez une dimension de formation alternée notamment, vous donnez l'employabilité, vous apportez votre concours social à une personne qui aurait pu avoir des difficultés à s'insérer. Et peut-être dernier élément très concret, puisqu'on est sur la semaine du handicap, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai que dans le handicap, si on veut pouvoir s'approprier cette diversité dans l'entreprise, qui amène beaucoup de fierté de la part des collaborateurs, je pense qu'on reviendra à ce sujet un peu plus tard, il faut trouver le moyen à la fois de poser la question du handicap, de ceux qui l'ont et qui n'osent pas le dire, et parfois, et c'est plutôt une minorité des cas, savoir adapter ses postes de travail quand c'est nécessaire.
Ça demande juste de faire un tout petit peu de travail d'introspection et de ne pas faire, entre guillemets, comme d'habitude. Voilà peut-être 3 exemples très concrets. On y reviendra évidemment plus longuement tout à l'heure. Continue le tour de table avec vous, Frédéric Collet. Donc là, c'est pour Novartis France. Utile. Si le micro marche. Voilà, ça marche. Allez-y. Oui. Moi, je trouve que la discussion qu'on a là est passionnante après la matinée qu'on a eue ce matin. Ce matin, on a parlé de 2 choses. On a parlé d'abord de l'attractivité de la France et des mesures qu'on voyait se mettre en œuvre et de la façon dont elles répondaient aux attentes de nos groupes. Et cet après-midi, on est dans une situation qui est complètement différente, puisqu'il ne s'agit pas de faire plaisir à nos groupes. Et les mesures dont on va parler ici, et ce que nous faisons là autour de la table, n'a rien à voir avec la décision de nos groupes. Ce sont nos décisions, c'est notre responsabilité de prendre soin de ça. On a parlé beaucoup ce matin des Gilets jaunes. Alors on s'est beaucoup inquiété de savoir si nos groupes internationaux regardaient ça avec confiance, avec au contraire défiance. Et la question, là, on se rend compte que la question des Gilets jaunes, qui est une vraie crise de confiance, et notamment dans des entreprises comme les nôtres, elle est posée, c'est notre responsabilité d'y répondre. Et notre responsabilité d'y répondre, elle passe par 2 types de leviers. D'abord, elle passe par l'intégration de toutes les formes d'exclusion. Et la première exclusion qu'on a, ce sont les exclusions qu'on vit dans nos entreprises. Ce sont les exclusions de nos collaborateurs qui sont en situation, ici ou là, de maladie, de détresse, de besoin, en raison de tous les aléas de la vie. Et là, nos entreprises, et on pourra revenir dessus plus en détail et de façon plus précise, mettent en œuvre un certain nombre de moyens de façon à ce qu'il n'y ait pas de discrimination et que ces collaborateurs-là, je pense par exemple aux 10 millions en France de salariés qui sont des salariés aidants, qui sont en charge d'un proche. Et parmi ceux-là, il y en a 500 000 qui ont moins de 25 ans. Tous ceux-là, ils sont dans nos entreprises. Ils sont partout. Il faut prendre soin d'eux. Et donc ça, c'est une de nos premières responsabilités. Et puis la deuxième responsabilité, identifier, il faut pouvoir aussi... Enfin, il faut les identifier, alors on pourra en reparler plus en détail si vous voulez, mais c'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup, et notamment chez Novartis, de façon historique. Ça fait bien longtemps qu'on travaille sur ce sujet de ce qu'on appelle de façon un peu barbare la proximologie. Maintenant, le deuxième sujet qui est très important, c'est comment est-ce que justement nous considérons que nos entreprises peuvent être un trait d'union pour ceux qui sont marginalisés. On a évoqué ce matin les 2 millions de jeunes qui ne sont pas en situation d'emploi, pas en situation de formation, et qui sont en dehors de tous les radars. Et parmi eux, c'est intéressant malheureusement, il y en a plusieurs centaines de milliers dont les 2 parents n'ont jamais travaillé. Donc on mesure le rôle que nous pouvons jouer pour être ce trait d'union et les intégrer, quelles qu'elles soient. Alors là aussi, nous avons beaucoup travaillé avec des associations qui sont présentes ici pour mettre en œuvre un certain nombre de moyens pour intégrer ces populations et ces jeunes qui sont éloignés de notre milieu, pour en apprendre les codes, pour pouvoir les intégrer. Et je pense juste à une collaboratrice que je voyais récemment, une jeune stagiaire qu'on avait récemment. Et je pense que dans la santé, nous avons un rôle particulier. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Elle me disait, alors elle m'a sorti tout un tas de choses passionnantes sur le fait de vouloir faire des statistiques. Je disais, non, c'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est toi, intimement, qu'est-ce que tu veux faire ? Et elle me disait, écoute, c'est peut-être idiot, mais moi, je voudrais travailler dans un environnement avec des gens intelligents, puis des gens sympathiques. Je dis, ah oui, c'est intéressant, puis c'est pas idiot de dire ça. Et la deuxième chose, c'est que j'adorerais travailler dans un métier qui fait du sens. Je dis, non, ça, c'est pas idiot. On se dit tous la même chose tous les matins. On voudrait travailler avec des gens sympas et des gens et faire un métier qui fait du sens. Et typiquement, je pense que nous avons ce privilège avec tous mes collègues qui sont ici et qui travaillent dans la santé de pouvoir apporter à la fois un environnement extrêmement innovant, un environnement dans lequel on a le privilège d'accueillir des talents extrêmement forts en matière de background et également d'être un métier qui fait du sens. Donc on a une responsabilité un petit peu particulière et peut-être que plus tard on pourra revenir sur les actions concrètes que nous menons. Avec plaisir. On continue ce tour de table avec vous, Karine Vidic. Alors vous étiez avant DRH pour la France de Steelcase et maintenant vous êtes dans un domaine complètement différent. Alors je rappelle que Steelcase c'est l'organisation du lieu de travail, les bureaux notamment, donc vous êtes, si je puis dire, au cœur du sujet. Donc peut-être en 2 mots les bonnes pratiques que vous réalisez. Oui, tout à fait. Donc, allez-y. est-ce que ça fonctionne ? Oui. Alors, pour introduire mon propos, je voudrais rebondir sur quelque chose qui a été dit et commencer par le pourquoi.
Je crois qu'il ne faut pas voir la diversité comme une obligation, mais à l'inverse, il faut se dire que c'est un moyen pour atteindre nos objectifs. En fait, je suis convaincue que la diversité nous permet d'être résilients dans le temps. On fait tous partie d'un écosystème. Donc ça, c'est chaque individu, finalement, est beaucoup plus fort quand il est entouré de gens qui sont différents. Et à l'échelle de nos organisations, je crois qu'on a tous besoin d'innover. Et l'innovation, finalement, il y a un certain nombre de facteurs, et un des facteurs clés, c'est la créativité. Et je crois que la diversité est créateur de créativité. En fait, Steelcase, vous l'avez évoqué, aide les entreprises à créer des espaces de travail et des expériences de travail qui vont favoriser la collaboration et la créativité. Et pour ça, nous, on utilise énormément le design thinking. Et le design thinking, le principe, c'est vraiment de mettre autour de la table des gens qui vont penser de manière différente, qui ne vont pas tous venir avec la même idée. Alors, il faut avoir à l'esprit que la diversité est souvent créatrice de complexité. Donc, ce qui est important, c'est de passer à l'étape suivante, à savoir l'inclusion. Et ça, c'est plus difficile à atteindre. Mais une fois qu'on a atteint l'inclusion, eh ben, on arrive à des résultats qui sont bien meilleurs. Donc, trois exemples concrets de choses qu'on a mis en œuvre chez nous. Donc, récemment, on a eu l'opportunité de créer notre centre d'innovation. Et en fait, dès le départ, on s'était mis comme objectif la diversité. Donc aujourd'hui, on a 28 nationalités représentées. Et quand je dis 28 nationalités, ce n'est pas que des gens qui ont vécu dans le pays et qui ont une double nationalité, c'est vraiment des gens qui ont déménagé pour nous rejoindre. Donc ça a été un moyen de créer cette diversité. Et ensuite, pour l'inclusion, on a et on fait encore des très gros efforts pour rapprocher les gens. Pour ça, on a des groupes de parole. On fait en sorte aussi que les salariés soient impliqués dans des projets qui sont fédérateurs. Et ça, c'est un autre exemple que je voudrais donner qui nous aide. On a un groupe qui s'appelle Women Innovative Network. Donc, cette initiative a commencé avec quelques femmes dans l'organisation qui ont vraiment voulu porter la voix des femmes. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'on voulait élargir et que ça ne soit pas uniquement quelque chose exclusif au leadership féminin. Mais en fait, libérer cette parole nous permet de mettre des sujets sur la table qui, finalement, sont porteurs pour tout le monde, pour les hommes, pour les femmes, pour les personnes qui viennent de cultures différentes, avec pour objectif de faire en sorte que chacun puisse apporter le meilleur de soi-même dans son environnement. Très bien, on continue avec ce petit tour de table avec Monsieur Yves Bernard. Accenture, le voilà. Merci. Il se cache derrière. Oui. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Quel témoignage peux-je vous donner? Déjà, je voudrais rebondir sur ce que disait Christophe en introduction. Performance économique et performance sociale. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de trouver un bon équilibre. Et la façon à laquelle, personnellement, moi, je l'incarne, et c'est vrai pour tous les leaders au sein de mon équipe, c'est qu'ils ont un double objectif. Et quand on regarde tout bêtement en fin d'année les résultats, il faut atteindre les deux objectifs. Et si les deux objectifs ne sont pas atteints, on ne discute pas de bonus, on ne discute pas d'évolution, etc. Donc, c'est pas, on va dire, c'est un peu imposé, mais toute l'équipe a compris que c'était essentiel parce que, comme le disait Christophe aujourd'hui, pour recruter, les gens ont besoin de quête de sens, ils ont besoin d'avoir un impact dans l'écosystème, dans le pays dans lequel ils sont. Et donc, on ne peut pas, en tant que leader, ne pas le prendre en compte dans nos objectifs. Donc, et le deuxième élément, c'est qu'on ne peut pas réussir un objectif business si on ne prend pas en compte l'objectif social. Comme tu le disais juste avant, quand on veut faire de l'innovation, si on ne met pas la diversité au sein d'une équipe pour faire l'innovation, il n'y a pas d'innovation. J'ai rien contre les grandes écoles. Cependant, si l'élite d'une entreprise ne peut venir que de grandes écoles, à terme, l'entreprise va peut-être disparaître, mais en tout cas, elle ne sera pas performante d'un point de vue business. C'est évident. Donc, il faut travailler sur toutes les diversités. Donc, la façon à laquelle on l'a fait, on a travaillé sur 4 grands thèmes. Le premier, homme-femme, évidemment, avec un objectif très très simple. D'ici 2025, on est aujourd'hui 500 000 personnes chez Accenture, et on a prévu d'être 50% hommes-femmes en 2025. Et pour ce faire, c'est le premier objectif sur le business, l'objectif social. Les équipes ont pour objectif de recruter 50% de femmes. Et quand, moi dirigeant les activités technologiques en Europe, tout le monde me dit, comme en France, il y a à peu près 15% de femmes en tech. C'est vrai, mais c'est pas grave. Ça n'empêche, on recrute aujourd'hui 50% de femmes. C'est comme ça,
et on l'exécute, on le fait en France, on le fait dans tous les pays d'Europe, et on le fait dans le monde, on le fait en Inde, on le fait partout. Et on voit les changements. Ça change les mentalités. Des gens nous disent c'est impossible. Non, c'est possible. Il suffit de le décider, il suffit de responsabiliser les gens, et les gens le font. Alors on pourra revenir dans le détail sur les techniques. Donc ça c'est le premier, et il y a plein d'initiatives en France, notamment Femmes du numérique, dans lesquelles on est actif pour passer le message aussi, pour que ce ne soit pas que au sein de notre entreprise. Le deuxième objectif c'est LGBT, dans lequel il y a énormément d'initiatives, et on a signé toutes les chartes qui vont bien. On a des collaborateurs dits Ali qui permettent d'encourager à la fois dans le recrutement, mais aussi les équipes pour les mettre en avant et les promouvoir. Le troisième sujet, qui est un troisième objectif, c'est sur le handicap. Donc aujourd'hui, au-delà des accords groupes, depuis 4-5 ans, on a augmenté de 60% les recrutements de personnes en situation de handicap qui ont peut-être un handicap, mais ils n'ont pas du tout d'handicap pour travailler dans la technologie. Et on les voit extrêmement motivés et ça encourage les autres qui ne sont pas en situation de handicap en disant bah, bravo, donc je vais aussi me pousser. Et puis le dernier, c'est la diversité sociale. On se rend compte qu'évidemment, c'est vrai pour l'innovation, mais c'est vrai pour plein d'autres sujets. Aujourd'hui, c'est 11% de nos recrutements. Alors ça pourrait être beaucoup plus, c'est sûr, mais enfin on est parti aussi de loin, hein, parce que on cherchait d'abord toujours, je parlais des grandes écoles, maintenant il n'y a plus de critères de grandes écoles, en tout cas dans mes activités. Le critère c'est les talents, donc on ne regarde plus les CV, on regarde les personnes, on discute avec eux pour enlever tous les problèmes de décision un peu bias. Voilà, donc ce qu'on a fait en synthèse, et avant d'échanger, c'est ces 4 objectifs, à la fois l'égalité, homme-femme, LGBT, handicap, diversité sociale. Et quand vous mettez ces 4 objectifs dans votre objectif business, je peux vous dire que la performance business, entre l'indicateur business et l'indicateur social, booste l'entreprise. Pour le moment, formellement, j'ai juste mis, si vous demandez à quelqu'un de mes équipes, c'est quoi votre objectif, il va dire j'en ai 3, c'est la croissance, la marge et la diversité homme-femme. Ils le savent tous, ils ne peuvent pas y échapper. Et progressivement, je vais intégrer formellement les 3 autres indicateurs. Et je suis certain que ça va accélérer le business. Ce n'est pas le seul objectif. L'objectif, c'est que tous, on ait, moi le premier, mais dans les équipes, un impact dans l'environnement dans lequel on opère. Parce que c'est important pour les gens qui nous rejoignent et c'est important pour nous de mesurer notre impact là où on vit et dans le monde. Merci. Merci. On continue ce tour de table avec Alain Melon. Oui, bonjour à toutes et à tous. HP. Donc, HPE, effectivement, le Packard Entreprise. Donc, nous, on opère dans le secteur de l'IT. C'est un secteur où il y a énormément d'innovation. Il y a une guerre de talents pour arriver à recruter effectivement de nouvelles personnes. Donc, on est obligé d'élargir le champ des recrutements, et que ce soit la nature des études ou les origines. Donc, la diversité, on a décidé de la traiter sous 3 axes. Le premier, c'est un axe autour de la partie homme-femme. Donc ça, diversité de genre, participation à des réseaux, ce qu'a expliqué Accenture, on fait le même type d'action. C'est valorisant, ça permet de développer également avec des objectifs chiffrés un certain nombre de collaboratrices sur des jobs de management, et on s'aperçoit que quand les jobs de management sont pris, derrière les recrutements suivent, c'est une réalité. Donc on impose des panels de recrutement différents, des actions concrètes de ce type-là. Le deuxième axe, et qui est plus important pour nous, c'est la jeunesse. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on arrive à retenir les personnes qui ont envie de nous rejoindre, et je regarde l'audience qui est là. Quand on rentre dans une société comme HPE, on a une formation technique pour nos technologies. Et en fait, le souci qu'on avait, ou le challenge qu'on avait, c'était garder ces talents. Donc on a pris une mesure récemment qui est d'offrir 6 mois de congés payés pour chaque maternité, que ce soit père ou mère, égalité. Donc ça vient bien au-delà des standards français, bien au-delà des standards américains. Pour un groupe américain, je peux vous garantir que c'est une grosse différence. Mais ça fait aussi la différence. Pourquoi ? Parce que les personnes se sentent aussi capables d'évoluer dans le groupe avec un accompagnement de ce type-là. Le troisième axe, c'est la formation. Donc on participe à des associations de formation, mais surtout on donne du temps à nos collaborateurs. On donne du temps tous les 2e vendredis du mois. Ils ont un après-midi de libre disponible pour soit se former eux, soit aider à former. Donc à la fois formation pour les plus jeunes ou transfert de compétences
vis-à-vis de réseaux et des associations dont on a parlé tout à l'heure, j'en ai entendu plusieurs, vous en avez cité tout à l'heure, qui aident à former les jeunes, quels qu'ils soient. Voilà les 3 actions concrètes et les 3 axes que je voulais souligner pour HPE. On continue avant de poursuivre le débat avec Jean-Christophe Bujon, donc président, directeur général de Specific Kappa France. Nous partageons la conviction que la diversité et l'inclusion, c'est d'abord un devoir citoyen pour l'entreprise, en particulier dans ces temps difficiles où le ministre parlait ce matin de la considération des individus qui étaient parfois en berne et les respects des uns vers les autres. Et effectivement, l'entreprise peut être un lieu où ces valeurs humaines sont préservées et sont même renforcées. Et puis aussi la conviction que la diversité, la richesse des profils différents, c'est ce qui fait la force de l'entreprise. Alors, ayant cette conviction, mais constatant aussi que dans notre univers industriel, nous étions peut-être un peu en retard, nous avons décidé d'avancer à marche forcée, si j'ose dire, avec une formation pour tous les managers de notre groupe, en France mais aussi dans le monde, une formation que nous appelons Everyone. Everyone, si vous avez l'occasion d'aller voir sur YouTube, il y a un très beau film qui représente ce que nous voulons réaliser avec cette formation. En fait, elle vise à favoriser l'acceptation de la différence chez les autres, la différence souvent invisible, c'est-à-dire mes orientations sexuelles, mes préférences religieuses, mes choix de vie, qui sont différents de ceux de mon voisin. Et donc cette formation permet de mettre en évidence pour chacune des personnes qui donc la suivent, qu'on a des préjugés, on a des idées arrêtées, souvent dictées par la crainte de l'autre. Et puis finalement, au fil de la formation, on se constate bien évidemment que l'autre a toute sa légitimité dans sa différence, et que cette différence est pour moi non pas une menace, mais une source d'enrichissement. Cette formation, donc, je le disais tout à l'heure, elle se déploie, et je sens déjà l'organisation qui bouge, et évidemment la résultante immédiate, c'est le meilleur travail en équipe, le fait que les gens effectivement aient une meilleure écoute, un meilleur respect, une meilleure considération les uns pour les autres, en s'acceptant davantage. Et puis, d'une manière plus visible, cette fois-ci dans la diversité visible, qui reprend donc les différents types que vous avez pu évoquer tout à l'heure. Là aussi, ça nous aide à progresser. Le sujet principal pour une industrie comme la nôtre, l'industrie du papier et de l'emballage, est celui de la mixité. 20% de femmes, simplement dans notre entreprise. Donc là aussi, on avance très très vite pour pouvoir rééquilibrer. La discrimination positive n'est pas à l'ordre du jour, même si on la pratique dans les faits, clairement. Et à compétence égale, une femme sera retenue. Et c'est comme ça qu'on trouve dans nos ateliers des électromécaniciennes, des conductrices de machines, des ingénieurs à différents postes, des directrices d'usine, des directrices générales évidemment. Et donc on favorise ces recrutements, et on essaie aussi de favoriser l'accompagnement dans l'intégration dans une société plutôt masculine, avec des tentatives plus ou moins heureuses. Il y a par exemple une proposition que j'ai pu faire à nos cadres dirigeantes de se regrouper en club pour comprendre comment elles pouvaient se donner des bonnes idées et des astuces pour évoluer dans notre univers masculin. Elle n'était pas très heureuse de la proposition, elle ne voulait pas être stigmatisée, et elle se sentait parfaitement à leur aise, elle ne voulait pas être mise en évidence de ce point de vue-là. Donc je retiens, Karine, ce que tu disais tout à l'heure, je pense que c'est une idée différente qui mérite d'être retenue. Des formations aussi, Leadership for Women avec le SCP, mais là c'est pareil, très intéressée par le management, pas très heureuse d'être avec des femmes. Et voilà, donc il faut arriver à trouver le chemin progressivement, et je suis très heureux de constater que notre dernier recrutement d'un cadre dirigeant est une jeune femme de 31 ans, Amélie B, qui donc très, très bien diplômée, qui était dans les grands cabinets de conseil parisiens, directrice de cabinet d'un directeur général d'une grande compagnie d'assurance, et
et qui vient de prendre la direction d'une usine avec 50 personnes et à 31 ans découvre le monde industriel Très bien. avec passion. Claude Albert, je vous voyais un peu réagir là. Oui, allô? Oui, Oui, ça tout marche. à fait. C'est tout à fait en ligne avec, avec ce que nous faisons aussi chez UTC et chez Collins en particulier. J'ajouterais que n'oublions pas que la diversité fait partie inhérente de qui nous sommes. Nous sommes tous des entreprises étrangères. Et donc, par exemple, chez nous, on est présent dans 50 pays. Et sur les sites que nous avons en France, certains sites ont jusqu'à 20 nationalités dans nos sites. Alors, en termes de bonnes pratiques, ce que nous essayons de faire, c'est 3 choses. Des formations, aussi bien en interne et des sensibilisations en externe, hein, dans des lycées, dans des collèges, dans des ZEP. De l'événementiel. Alors, on a décidé de faire une journée diversité et inclusion par an sur chacun de nos sites. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de répondants et beaucoup d'enthousiasme qui en ressort. Et ensuite, des plans d'action précis, que ce soit en interne ou en externe, avec des initiatives et avec évidemment beaucoup d'associations dans les différents domaines. Alors on retrouve les mêmes domaines, mixité homme-femme, handicapés, lutte contre les discriminations, formation. Alors, nous sommes dans des métiers techniques, hein, nous sommes dans les métiers de l'aéronautique, et nous recrutons donc beaucoup de techniciens. Alors, un exemple, les IUT aujourd'hui forment à peu près 15% en première année des étudiants en IUT sont des femmes seulement. D'où la difficulté et d'où les campagnes de sensibilisation que nous faisons, par exemple, dans les IUT pour expliquer nos métiers et expliquer l'intérêt de nos métiers. En termes de lutte contre les discriminations, je citerai une expérience qui, c'est pas seulement une expérience d'ailleurs, c'est ce que nous faisons maintenant de manière systématique. Ce sont sur certains métiers des embauches par simulation. Et les embauches par simulation, les candidats ne présentent pas de CV, mais sont mis en situation dans ce qu'on appelle des ateliers de simulation et qui sont représentatifs des habiletés professionnelles requises pour être performants au poste pour lesquels ils sont recrutés. Eh bien, on oublie tous les critères subjectifs d'un CV et on ne va regarder que les critères objectifs de test, de réussite au test de ces ateliers de simulation. Alors, pour terminer, pour le pourquoi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, l'innovation, la créativité, le travailler ensemble, la solidarité, etc. Moi, je dirais aussi la fierté et je dirais les yeux qui brillent des gens qui participent parmi nos collaborateurs à des initiatives lorsque ils aident au sein d'une association, par exemple, qui s'appelle la Cravate Solidaire, qu'ils aident à remettre quelqu'un dans le système, si vous voulez, en lui fournissant des vêtements, mais aussi en l'entraînant à des entretiens d'embauche. Eh bien, les personnes sont fières. Les personnes sont fières, leurs yeux brillent. Et au total, elles ont parfois un autre regard même sur elles-mêmes, et les autres ont un autre regard sur cette personne, ce qui, in fine, bénéficie aussi à l'entreprise. On termine juste ce tour de table avec vous, Thierry Julien, puis après on passera à d'autres sujets. Allez-y. Très bien. Donc moi, ce que je voudrais... Ça marche, ouais. Ce que je voudrais dire, la première chose, ça a été dit, c'est que inclusion et diversité ne peuvent pas en fait être en dehors de la stratégie d'une entreprise et pour la performance économique. C'est quelque chose, je pense, qui est pas possible. Sinon, dans le temps, ça a été dit aussi, ce n'est pas durable. Et si ce n'est pas durable dans le temps, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, dans un groupe comme Mondelez, sur de l'agroalimentaire, déjà cette notion d'inclusion et de diversité, elle fait partie de la stratégie du groupe au niveau monde. Une fois que c'est dans la stratégie,
forcément, ça parle à tout le monde. Et ensuite, ce qui est intéressant, on est un groupe américain, mais on a la chance d'avoir la main sur ce qu'on va faire de ce sujet. Et en France, nous, la première question qu'on s'est posée, c'est déjà quel est le bilan? Qu'est-ce qu'on fait? Donc très rapidement, on est allé sur l'égalité homme-femme. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on a des bonnes pratiques? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Bon, c'est pas forcément notre sujet majeur parce qu'on a des indices qui sont plutôt bons. Néanmoins, là-dessus, c'est, j'ai envie de vous dire, une amélioration continue. Et c'est dans les faits, au-delà de la loi à venir ou du classement qu'on peut avoir, qu'on verra si globalement ça doit se faire naturellement. Mais il n'y a pas, comme l'a dit un de mes collègues, de discrimination positive. Mais ça reste un sujet. Ensuite, la performance sociale ou la capacité à amener de la diversité dans l'entreprise, en France, pour Mondelez, c'est un sujet majeur. Alors peut-être aussi parce que, comme vous le savez, l'industrie agroalimentaire est moins attractive qu'elle n'a été auparavant. Donc en fait, on doit être audacieux, on en a parlé ce matin, on doit être inventif. Donc moi, je vais vous livrer mon témoignage sur la dernière année, c'est que d'un point de vue commercial, on est allé chercher des profils avant qui n'auraient pas du tout accédé même à des entretiens. On a parlé de recrutement sans CV, nous on l'a fait un peu différemment, avec un système d'assessment center, on a 500 personnes sur le terrain, donc on est allé chercher des profils qui ont pu faire des entretiens avec des managers. J'ai moi-même participé à un de ces assessment centers. Ils nous ont dit, je rêvais de travailler et de vendre du chocolat et des biscuits, mais en fait je ne savais pas du tout comment faire. Donc on a fait différemment, on est allé chercher des profils, on est allé chercher, on l'a dit ce matin, des soft skills. Et ensuite derrière, c'est leur personnalité qui a fait qu'ils ont intégré l'entreprise et ils ont amené une diversité que moi, en tant que directeur des ventes, je n'avais jamais vue dans l'entreprise. Alors, le deuxième point par rapport à ça, et c'est important, c'est qu'une fois que vous faites ça, que c'est volontariste, que vous pensez que ça va faire du sens pour l'entreprise, et on en parlera tout à l'heure quand on sera sur la jeunesse défavorisée. Ensuite, ça veut dire que vous avez pris des risques. Si vous prenez des risques, il faut accepter que ça puisse ne pas fonctionner. Alors, une fois que j'ai dit ça, il faut se donner les moyens. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est de renforcer notre école de vente interne, qui a une très forte réputation sur le marché, qu'il a toujours eu, mais en fait, on est allé beaucoup plus loin que ce qu'on a fait sur les 10 dernières années. On a augmenté de 50% les heures de formation sur l'année 2019 parce qu'on a recruté massivement ces fameux profils totalement différents, des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui venaient du milieu industriel. On a même transféré ou proposé à des collaborateurs en interne qui venaient d'usines. Donc quand je parle de diversité, c'est des jeunes, des femmes et aussi parfois des personnes plus âgées. Mais derrière, je finirai par ça, il faut être capable de les former parce que si on les laisse sans formation, alors qu'ils ou elles ne sortent pas de business school, c'est très compliqué. Et là, je crois que c'est de la responsabilité de nos entreprises de le faire et de le faire encore plus dans les années qui viennent. Moi, je voudrais aborder un sujet que vous avez déjà commencé à effleurer, c'est quelle est la part qui revient d'une certaine façon à votre devoir citoyen et à la conviction que c'est bon pour l'entreprise. Comment est-ce que vous faites la part des choses? Est-ce que c'est intimement lié? Par exemple, Frédéric Collet, sur ce sujet-là, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le devoir citoyen de l'entreprise ou c'est finalement la bonne marge de l'entreprise? Je ne vois pas du tout que les choses s'opposent. Nous avons une conscience, en tout cas moi j'ai une conscience très forte du rôle qu'on doit jouer dans ce trait d'union que j'ai évoqué tout à l'heure. Et du fait que nous en avons, entre guillemets, nous en avons plein les mains. Et nous avons face à ces questions, notamment vis-à-vis des jeunes qui sont totalement marginalisés par des environnements extrêmement privilégiés comme les nôtres, un rôle particulier à jouer. Et ça, encore une fois, je reviens à ça, c'est une décision qui est locale. Personne dans le groupe ne... Oui, bien sûr, je fais partie d'un groupe dans lequel la diversité est un énorme sujet sur lequel nous travaillons beaucoup. Néanmoins, les initiatives locales, elles nous appartiennent. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que, on a entendu, c'était intéressant, parce que Yves et Christophe ont parlé de détermination, de marche forcée. Et il y a beaucoup de détermination. Il y a des marches à franchir, il y a des étapes à franchir. Je prends 3 exemples. On a voulu travailler, nous travaillons avec différentes associations, notamment dans le domaine de l'inclusion.
On travaille avec des associations en fait, on travaille sur l'intégration, sur l'accompagnement, et on travaille également sur l'expérience. L'intégration avec une association que vous connaissez tous bien, qui s'appelle Mosaïque RH, qui doit nous permettre d'aller faire du recrutement dans des environnements où nous ne sommes pas traditionnellement, nous, entreprises de santé, qui recrutons traditionnellement des pharmaciens, écoles de commerce, etc., etc. On travaille également sur l'accompagnement avec une association qui s'appelle Proxité, qui permet justement à ces collaborateurs que nous avons, qui sont talentueux, d'accompagner des jeunes qui ont un peu plus de mal dans cet environnement-là. Et puis on travaille également sur l'expérience avec une association qui, elle, s'appelle Viens voir mon taf, qui permet de proposer des stages à des jeunes qui sont, eux, complètement, dont les parents n'ont traditionnellement pas accès à des entreprises comme les nôtres. Tout ça, c'est très bien, et on propose ces éléments-là. Mais on mesure que ce n'est pas si facile que ça. Et ça, la mayonnaise prend lentement avant. Et pourtant, on a affaire à des populations en interne qui sont des populations jeunes, extrêmement sensibles à ces notions de sens, extrêmement sensibles à ces notions de solidarité dont reparlait Bruno Le Maire tout à l'heure. Et on voit que ça prend un certain temps et qu'il faut effectivement une certaine détermination. On a toujours des bonnes raisons de faire autrement. On a toujours des bonnes raisons de dire ce stage-là, oui, mais tu comprends, j'ai tel collègue qui m'a demandé de placer son enfant. Ou bien, tu comprends, ce recrutement-là, c'est très bien, mais on est tellement pressé qu'il faut quand même qu'on passe par un recrutement traditionnel. Ou bien, oui, c'est effectivement, accompagner ces jeunes-là, c'est bien, mais j'ai pas tellement le temps finalement. Donc ça nécessite beaucoup de détermination et je pense qu'il faut bien se rendre compte que effectivement, ça passe énormément par ce que les uns ou les autres ont évoqué de choix managérial, de détermination managériale. Et moi, je fais partie dans le sondage qu'on a vu tout à l'heure, hein, deux tiers d'entre nous qui disions oui, c'est un gros sujet, il faut y aller, 98% d'entre nous qui disons il faut faire beaucoup plus. Et donc, je pense qu'on est en chemin. Je fais vraiment partie des 98% qui disent il faut en faire beaucoup plus. Et là, encore une fois, ce qui est important, c'est bien de se dire il ne faut pas attendre. Là, pour le coup, on n'est pas dans la discussion de ce matin. Je n'attends pas de l'État qui réponde à mes problèmes et qu'il me dise je vais t'apporter tel soutien, tel moyen pour que ça puisse marcher. C'est à nous de nous en occuper, c'est à nous de nous en emparer, c'est à nous de mobiliser nos collaborateurs pour qu'ils prennent le sujet avec le sérieux opérationnel que cela requiert. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? C'est assez intéressant parce qu'on a le sentiment, dans ce qu'on entend, que le principal frein, c'est la culture d'entreprise, c'est l'entreprise elle-même, c'est les habitudes, c'est les... qui veut... Alors, Monsieur Bourgeon, après vous, allez-y. Oui, non, absolument. Le principal frein, effectivement, c'est qu'il faut à un moment donné sortir de sa zone de confort, prendre des risques, et puis se dire qu'on va tenter quelque chose de différent. Il faut, je pense quand même, au démarrage, avoir une certaine prise de conscience de ce devoir citoyen. Je pense que c'est quelque chose qui doit être très très fort, c'est-à-dire que quand on est en particulier dirigeant d'entreprise, on a les leviers que l'être citoyen que nous sommes ou l'être humain que nous sommes cherche à avoir ou peut utiliser pour tendre la main vers ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un parcours relativement bien tracé. Et donc ce devoir citoyen, il doit être fort dans l'esprit des dirigeants et partagé parmi le plus possible de managers dans l'entreprise. Après, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'une fois qu'on s'est engagé dans cette direction, effectivement, il y a des difficultés. Mais on a parlé de fierté tout à l'heure. La fierté, elle apparaît très très vite. Parce qu'il y a ceux qui sont recueillis, acceptés, intégrés, qui sont très très heureux, et c'est leur joie est communicative. Et puis parmi les salariés de l'entreprise, les salariés veulent travailler dans des entreprises inclusives, généreuses, ouvertes vers les autres, pas des entreprises qui sont fermées sur elles-mêmes. Et donc ça renforce là aussi la loyauté et l'engagement des salariés qui constituent l'entreprise. Donc c'est vraiment bénéfique dans tous les domaines. Karine, vous vouliez... je viendrai à vous tout à l'heure. Karine Vidic d'abord, vous vouliez réagir. Merci. Je crois qu'en fait le sujet de la diversité et de l'inclusion aujourd'hui, c'est finalement acquis. Dans les organisations, dans les grands groupes, on a conscience qu'il nous faut de la diversité et de l'inclusion. Ce qui est compliqué, c'est comment on va le mettre en œuvre. Donc nous, on a pris le parti pris d'avoir une approche systémique, de se dire c'est pas uniquement quelques actions qui vont transformer la donne, mais on considère que pour atteindre un objectif, on part d'une stratégie, donc il y a une stratégie de diversité et d'inclusion.
On part ensuite de quelque chose qui tourne plus à l'image, donc ça c'est les stratégies de communication, et après le dernier pilier qui est essentiel, c'est la culture, et on en parlait. Donc la culture, on la transforme pas uniquement en parlant de ce qu'on veut faire. On le sait, la culture c'est la somme des comportements, et transformer les comportements humains, eh ben, c'est compliqué. Pour transformer les comportements humains, une des manières de le faire, c'est de créer des expériences différentes pour que les gens comprennent, à travers ce qu'ils vivent au quotidien, qu'on a des attentes différentes. Donc pour créer des expériences différentes et montrer que la diversité et l'inclusion sont des sujets importants chez nous, alors ça commence bien entendu par l'adhésion du leadership. Il faut que le leadership porte ce sujet. Le leadership doit être l'ambassadeur, mais après, ce que nous avons mis en œuvre aussi, c'est des champions. Donc la diversité et l'inclusion, ce n'est pas uniquement le sujet du top leadership. C'est un sujet qui doit animer tout le monde. Et pour ça, en fait, on a identifié dans chaque bureau principal des champions qui voulaient s'investir sur ces sujets-là et qui allaient être porteurs de certaines actions. Et ensuite, le troisième pilier qui est important, et on en a parlé, c'est la formation. C'est la formation autour de nos biais. L'être humain, les neurosciences nous disent qu'on a une certaine façon de voir les choses qui sont liées à notre culture, à notre éducation, à l'environnement dans lequel on vit. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on passe du temps. Faire prendre conscience aux gens qu'on a tous des biais et les aider à réaliser que c'est pas forcément quand on est biaisé qu'on va prendre les meilleures décisions. Christophe Catoire. Oui, peut-être un témoignage pour dire on est intermédiaire finalement entre des candidats et des entreprises. Donc c'est vrai qu'on a une position pour se rendre compte des évolutions qu'il peut y avoir dans aussi le comportement des entreprises vis-à-vis de cette notion d'inclusion. Moi, je peux vous dire, il y a 10 ans, on parlait beaucoup de RSE parce qu'on s'excusait d'être un peu violent sur un plan financier dans les entreprises. C'est-à-dire que c'était pas, il y avait quelques dirigeants humanistes, souvent ceux qui possédaient leur entreprise, et dans certains grands groupes internationaux, il y avait un peu moins d'humanisme autorisé. Il fallait être performant pour pouvoir se permettre de l'être. La grande différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que si on veut porter ce que l'on a évoqué, ces thématiques d'insertion, d'inclusion, de diversité dans l'entreprise, il faut que ce soit sincère. C'est-à-dire qu'il faut des dirigeants humanistes maintenant. C'est la grande différence. C'est-à-dire que maintenant, ils sont revendiqués parce que celui qui a un beau discours, mais qui au quotidien applique de manière incohérente ce qu'il peut revendiquer dans sa plaquette annuelle, il ne va pas être suivi très longtemps et sa réputation va vite être très abîmée. Donc ça, c'est peut-être un premier élément. Deuxième éclairage, il y a besoin de se former. Récemment, il y a une initiative du ministère du Travail qui a créé un conseil de l'inclusion. J'ai la chance d'y participer et ce que j'ai découvert, c'est la première fois qu'on met autour d'une table, à un échelon national puis régional, l'ensemble des acteurs de ce qu'on appelle l'inclusion, au sens large. Le handicap, les quartiers prioritaires de la ville, les personnes, les réfugiés, enfin bref, toutes ces thématiques qui font partie de l'inclusion. Quand vous avez toutes les parties prenantes, vous vous rendez compte en tant que dirigeant, vous avez beau avoir quelques bonnes idées ou bonnes expériences, vous avez, mon Dieu, beaucoup de choses à apprendre. La première thématique a été créer une école de l'inclusion pour les dirigeants, pas simplement des grands groupes, parce que souvent ils sont peut-être un peu plus formés, mais aussi des PME et des TPE, parce que quand on n'a pas la chance d'avoir de l'expérience, le mode d'emploi, il n'est pas simple. Donc le déterminisme est important, on l'a évoqué tout à l'heure, c'était la question. Mais si on n'a pas le mode d'emploi, on ne sait pas comment s'y prendre, on peut même taper à côté de la plaque. Donc là, il commence à y avoir ces campus qui se créent, et on en parlait tout à l'heure avec 2-3 dirigeants, avec l'idée juste, non pas de donner une leçon, mais de se dire on va partager des expériences de dirigeants pour dire comment ça marche. Et le troisième, et je pense qu'aujourd'hui c'est un bon exemple, ceux qui parlent le mieux, le plus sincèrement, ce sont ceux qui sont issus de l'inclusion. C'est les témoins. Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas des catégories, des segments, c'est des histoires qui sont toutes différentes les unes des autres. Et souvent ça tient à, il y a quelqu'un qui m'a fait confiance, ou j'ai été coopté, ou j'ai eu la chance de tomber sur une entreprise qui m'a donné ma première chance. Et on se rend compte que dans le mode d'emploi, il faut être très humble, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que l'on a envie de mettre en œuvre en apprenant, ouais, il faut écouter les premiers qui aujourd'hui en font l'objet, parce que quand ils vous racontent l'histoire, vous dites finalement, je l'ai à côté de chez moi, et il suffit parfois de la répliquer. Claude Albert. Oui, j'aimerais réagir sur ce que vous disiez, pour dire qu'effectivement, nous avons tous des stratégies de diversité et d'inclusion, mais je pense qu'il faut aussi avoir en tête que ce sont des domaines et des sujets qui ont une certaine inertie. Et il faut l'accepter. Et donc,
ça veut dire aussi qu'il faut valoriser chaque succès, chaque petit succès, il faut le célébrer pour que cette démarche devienne pérenne, cette démarche devienne naturelle et que les générations suivantes soient plus inclusives et plus diverses. Mais pour continuer sur une note très optimiste, parce que je suis très optimiste de ce point de vue-là, c'est que les jeunes l'ont bien compris cela. Et par exemple, nous faisons des concours dans les lycées qui s'appellent pédagogie entrepreneuriale inclusive et où on va en fait donner un prix à l'équipe qui a utilisé les ressorts de la diversité pour avoir la meilleure solution, la solution la plus innovante aux problèmes posés. Et ça marche parfaitement bien. Alors, moi, je voudrais qu'on avance encore un petit peu dans le débat. On a beaucoup parlé depuis tout à l'heure d'inclusion très ciblée. On entend femmes, hommes, on entend handicap, on entend LGBT, on entend des thématiques un peu précises comme celle-là. Il y a tout un sujet qui est celui, on va dire, de la jeunesse défavorisée. C'est-à-dire les laisser pour compte, ceux qui sont aujourd'hui en dehors du circuit et qui ne sont pas identifiés, qui sont peut-être difficiles à identifier. Comment est-ce que vous faites là-dessus? Est-ce que c'est un sujet, Yves Bernard, par exemple? Oui, c'est un sujet. Enfin, quand tout à l'heure, je disais en introduction, on a 4 objectifs extrêmement précis et on avance, comme tu le disais, à marche forcée. Oui, on le fait. Et le quatrième, c'est la diversité sociale. Et on le fait non pas exclusivement pour avoir un impact dans notre pays et contribuer, mais aussi parce que ça enrichit les équipes. Donc plusieurs choses, je disais tout à l'heure, c'est 11% des recrutements aujourd'hui et ça va continuer, ça va s'accélérer. On a complètement du coup changé la façon à laquelle on recrute, parce que ce n'est pas juste un objectif. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de s'organiser pour. Et donc s'organiser pour, ça a été d'aller chercher des nouvelles agences, travailler avec des sociétés type Simplon, on travaille beaucoup avec eux, on fait la OR Code ensemble, on a plein d'initiatives. Donc les grandes agences, oui, mais maintenant on travaille avec d'autres, avec des agences qui sont spécialisées, on en a beaucoup, c'est une bonne nouvelle. Comme je disais tout à l'heure, on a changé notre façon de recruter, le CV est intéressant, mais c'est juste un input. Et on fait en sorte que justement la diversité, on n'est pas bias dessus, et donc que les gens ne se créent pas des critères qui sont des mauvais critères. Diversifier des talents, diversificationdetalents.com, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme qu'on a co-développée. Justement, c'est aussi une plateforme qui permet de recruter ces candidats-là qui, par les process normaux, parfois n'arrivent pas jusqu'à nous. Et donc, il faut leur créer des portes et des fenêtres qui leur permettent d'arriver avec des belles autoroutes pour que leur candidature nous tombe dessus. Et ensuite, il y a énormément d'événements qu'on organise pour que dans la culture de l'entreprise, les gens comprennent que la diversité est essentielle. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que sur ce sujet-là, comme sur les autres, on disait tout à l'heure, ça doit être des indicateurs business, et donc l'organisation doit s'ajuster pour répondre à cette attente. Vous avez mentionné aussi le sujet LGBT, ou comme les autres sujets, on nomme des responsables en charge de ça. Ça devient un job. Donc, par exemple, LGBT, en France, il a d'autres responsabilités, mais une personne qui s'appelle Jean-Marie Boutin, c'est son job, il est payé pour ça. Donc c'est une fonction business. Ce n'est pas un part-time, un week-end ou un overtime qui va permettre de réaliser l'objectif. Ensuite, ce qu'on voit, mais pas assez en France, je pense, notamment sur la diversité sociale, et on le voit pas mal à l'étranger, quand on répond à des appels d'offres, ça rentre dans les critères de réponse. La question qui nous est posée quand on travaille pour un gouvernement à l'étranger ou une grande entreprise française qu'on va aider pour aller réaliser un projet à l'étranger, il y a un critère dedans, c'est quel va être votre impact? Quels sont les emplois que vous allez créer? Comment vous allez contribuer à la diversité dans notre pays? Donc peut-être qu'en France, il faut qu'on encourage encore plus ce type de critères pour que quand on réponde à des appels d'offres... Est-ce que les structures répondent à ça? C'est-à-dire que, est-ce que l'éducation nationale, est-ce que vous êtes aidé en quelque sorte d'une certaine façon en termes d'inclusion par le système? Oh ben, oui, après, on trouve tout le sponsorship qu'on veut au gouvernement, mais je pense qu'il ne faut pas pointer du doigt en disant c'est votre job. Leur job, c'est d'être des leaders et d'encourager des initiatives comme Simplon pour se créer. Ce n'est pas au gouvernement à se substituer à nous et aux nouvelles entreprises qui doivent être créées, qui répondent à un enjeu national. Je pense qu'il ne faut pas... on a par contre tout le sponsorship qu'on veut au sein de tous les ministères, et à chaque fois qu'on les voit, on fait des listes. Il y a des choses dans lesquelles il faut qu'ils nous aident, il y a des choses qu'on va faire nous-mêmes, mais ils vont venir auprès de nous, ils vont dire regardez ce qu'ils font, c'est bien, et donc ils vont encourager les entreprises à travailler
à travailler ensemble sur ce sujet. Et ce que je pense, ce qui est du coup essentiel, c'est que le gouvernement, comme nous, entreprises, on se mette une notion qui est d'agir en tant que business responsable. Et un business responsable, c'est tous les sujets, là, les 4 qu'on a, c'est le sujet de diversité sociale, dans lequel on a une responsabilité de l'exécuter. Je voyais récemment, je ne sais pas si vous avez vu le sondage qui est fait, plus l'étude qui est faite par Thomson Reuters, qui analyse chaque année les entreprises qui ont le plus fort impact et qui sont considérées comme les plus diverses au monde. On est très heureux que cette année, c'est Accenture qui a été élu. Et on n'a pas été élu parce qu'on est là et on s'engage à faire ces 4 objectifs. On a été élu simplement sur base des résultats. C'est aussi simple que ça, c'est mesuré. Donc j'encourage beaucoup toutes les institutions à nous aider à mesurer l'impact, parce que les conseils d'administration vont devoir de plus en plus rapporter sur l'impact. Et donc les conseils d'administration, comme nous, dirigeants d'entreprise, on doit agir en tant que responsables, avec des mesures concrètes, pas des engagements, mais des mesures concrètes, de mesure de la performance, pas que business, mais sociale. Ça se mesure, et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir des résultats. Les sujets de l'inclusion, ils existent depuis longtemps. La problématique femmes-hommes, la problématique handicap, etc. Ce qui est intéressant, c'est que la vision des entreprises et la position des entreprises là-dessus a évolué elle-même. Qu'est-ce qui fait qu'elle a évolué et qu'est-ce qui fait que ça va, si je puis dire, se poursuivre? Qu'est-ce qui fait qu'on continue dans ce sens-là? Par exemple, Alain Melon. Je pense qu'il y a 2 éléments. Et, il y en a un qui a été cité sur les appels d'offres où on avait de plus en plus des critères de responsabilité sociale. Il y a aussi l'attractivité employeur. On opère dans un secteur, la technologie de l'information, où, je l'ai dit tout à l'heure, les compétences sont demandées aujourd'hui. Et ce que fait une entreprise dans ce secteur-là en termes de culture est très important. Ça fait une quinzaine d'années que je participe à des séminaires de lancement chaque année, nouvelle année, objectif avec nos headquarters aux États-Unis. Cette année, la moitié de l'agenda était consacrée à la culture d'entreprise, sur des sujets dont on vient de parler, avec différentes initiatives, que ce soit de la formation, que ce soit la participation avec les organismes locaux, où nos dirigeants ont compris que pour l'attractivité et la performance business, et je rejoins ce que disait Accenture tout à l'heure, on a besoin d'avoir ce type de mesure. Je suis d'accord sur la mesure. Et donc nous, on a fait une initiative là-dessus. On a demandé à l'ensemble des employés leur perception par rapport à ça. Et c'est intéressant d'essayer de mesurer. Donc on a fait un questionnaire avec un organisme, une 40aine de questions, sur un certain nombre de sujets pour voir comment notre société était perçue en interne. Et on a essayé de confronter ça avec ce qu'on recevait des candidats pour voir un petit peu comment était perçu et traiter ce problème d'attractivité et de marque employeur, qui est très important pour nous. Alors, Thierry Julien là-dessus. Alors, moi, je voudrais revenir sur ce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, sur la jeunesse défavorisée. On a parlé d'insertion sociale, de nécessité à avoir des profils différents, de la difficulté à aller les chercher. Et avant qu'on arrive, ou au moment d'arriver, on a parlé de toutes ces associations qui sont là. Et je crois que grâce à elles, en fait, nos entreprises ont pu nouer des partenariats qui, à la base, sont une aide. Voilà, une aide financière. Nous, on a notre fondation. Et donc, on a comme partenaire en France Sport dans la ville, donc qui aide des jeunes de quartiers défavorisés. Donc, comme vous le comprenez, à mieux s'insérer par le sport. Et ce que je veux dire, c'est qu'à travers ça, en fait, ça booste les dirigeants, le comité de direction d'un pays comme la France, mais également tous les autres collaborateurs. Parce que derrière, sur ce partenariat à long terme, en fait, on a impliqué les collaborateurs de l'entreprise, donc environ 150 à 200 personnes aujourd'hui, qui ont choisi de le faire parce que c'était dans leur ADN, elles y croient, elles croient à la notion d'inclusion et diversité, et surtout, pour la première fois, ça peut s'incarner. Donc il y en a certains patrons de département qui ont choisi d'aller rencontrer dans leur centre Sport dans la ville. Hein. Ils accompagnent 5000 jeunes sur 36 sites, sur plusieurs régions en France, dont l'Île-de-France. Donc il y en a qui sont allés jouer au basket, il y en a qui sont allés jouer au foot, il y en a qui ont passé une journée. Et il y a d'autres collaborateurs, individuellement, qui eux, ont choisi d'aider ces jeunes. Comment on fait un CV? Est-ce que tu connais le milieu de l'entreprise? Qu'est-ce qui t'intéresserait? Et derrière, j'ai envie de dire, la finalité de tout ça, c'est de faire le lien avec nos propres problématiques, nos besoins. Et en particulier sur l'univers du commercial, on couvre toute la France, on cherche des collaborateurs sans arrêt. Et en fait, ça nous permet d'avoir des profils complètement différents
qui vont amener une richesse dans nos équipes qu'on n'avait pas avant. Donc je crois que le milieu associatif et une association comme Sport dans la ville, mes collègues en ont d'autres, sont hyper importantes parce que ça nous permet d'aller plus loin dans cette notion d'inclusion et de diversité. On va dans quelques minutes entendre un témoignage, parce que je pense que c'est intéressant, que l'un d'entre vous le disait tout à l'heure, la fierté d'avoir participé à ce mouvement. Mais avant, juste un mot, peut-être l'un ou deux d'entre vous, vous êtes tous des groupes étrangers installés en France, ou en tout cas patrons de groupes étrangers installés en France. La France, elle se situe comment par rapport à ces sujets-là? Plutôt en amont, plutôt en aval? Peut-être deux mots là-dessus très rapidement, vous? Moi, je pense que la France, du point de vue stratégie, diversité et inclusion, est à peu près au même niveau que les autres. Si on compare les pays, je pense qu'il y a des bonnes pratiques. Je vois M. Catoire qui hoche la... Je pense qu'il y a des bonnes pratiques à l'étranger, desquelles on s'inspire et desquelles il faut peut-être encore plus s'inspirer. Je pense par exemple au modèle allemand de l'apprentissage. Alors, ce n'est pas que pour la jeunesse défavorisée, mais on connaît tous les chiffres. Il y a 3 fois plus d'apprentis en proportion en Allemagne qu'en France. On a pas mal de sites en Allemagne, mais j'ai en tête un des sites qui, de manière régulière, depuis une dizaine d'années, à peu près 10% de ses effectifs qui sont des apprentis. Alors, on apprend à augmenter le nombre d'apprentis en France. Et par exemple, sur notre site de FIJAC, maintenant, on a 6% d'alternants. Donc, il y a des bonnes pratiques à l'étranger qui participent à la diversité et l'inclusion dont il faut aussi tenir compte. Christophe Catoire. C'est vrai que je faisais ça de la tête parce que pour travailler sur les différents pays européens, il y a des rationnels. Je reviens à la thématique d'objectifs et de rationnels. Le chômage des jeunes en France, il y a 19%. Il est à 19%. C'est énorme. Alors oui, l'Espagne et l'Italie aussi. Mais quand on regarde en Europe du Nord, quand on regarde en Allemagne, quand on regarde aux US, quand on regarde dans d'autres cultures aussi, il est moins important. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on est hyper conformiste en termes de recrutement. Je pense qu'on est un des derniers pays quand même à continuer sur des mots-clés qui sont souvent les mêmes. Vous hochez tous de la tête pratiquement. C'est un sujet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la volonté de faire changer les choses. Celle-ci, elle est réelle. Et je pense que la prise de conscience, elle est nette. Et la volonté de changer, elle est nette. Troisième élément, il y a le mode d'emploi. Dans le mode d'emploi, l'apprentissage, quand même, c'était une sacrée galère jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça. Galère parce que les familles avaient une représentation comme quoi ça ne fonctionnait pas. Bureaucratie. Schéma de financement, filière professionnelle qui alimentait pas des structures de formation hyper modernes. Et donc, en final, malheureusement, le mode d'emploi ne fonctionnait pas. Ce qui est intéressant, c'est que la dynamique est vraiment bonne. Je pense que c'est un bon moment pour continuer à investir. Et comme ça a été dit, et je partage cet avis-là, il n'y a que nous qui avons la responsabilité de maintenant se prendre en main, puisqu'il y a des choses qui bougent autour de nous. Les ministères, les politiques nous aident, les associations sont très très présentes. Et je pense qu'enfin, le sujet est vraiment pris à bras-le-corps. Donc voilà, je pense quand même que le point de départ, on n'est pas tous égaux pour l'instant. On n'est pas tous égaux. Dernier mot, et après on passera à notre témoignage. Juste un mot pour aller dans le sens de Christophe. Je pense que pour avoir su comparer ce qui se passait aux États-Unis par rapport à ce qui se passe en France sur l'aspect conformisme, je confirme que la barrière du diplôme ou la logique de sélection n'a absolument rien à voir. C'est évident, on le sait tous, pour travailler dans les groupes américains, c'est franchement quelque chose de complètement différent et ça crée cette diversité dans les équipes. Très bien. Alors, je vous propose maintenant d'échanger avec un jeune, Larbi Brahami, de Siemens, qui va nous rejoindre sur... on peut l'applaudir parce que ça ne va pas être facile pour lui. Hein. Venez vous installer à côté de moi. Vous allez prendre le micro. Alors, on ne vous a pas obligé à témoigner, hein. C'est parce que vous aviez envie de le faire. Bonjour. Et parce que votre expérience est intéressante. Donc, vous êtes aujourd'hui dans la division industrie de Siemens. C'est ça, oui. Racontez-nous un peu votre parcours, d'où vous venez, quels ont été les obstacles à franchir. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'entrer dans une boîte comme Siemens, quoi, déjà?
Déjà pour commencer, en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est pour témoigner du fait que le travail qui est fait par les entreprises aujourd'hui, les initiatives qui sont lancées, en fait, elles fonctionnent. Et justement, moi, à travers Siemens, j'ai pu profiter en fait de l'initiative qui a été lancée avec nos quartiers ont du talent. Et c'est comme ça que j'ai pu intégrer. C'était nos quartiers ont du talent. Et alors les quartiers en question, c'était où? Vous étiez où, vous? À Lyon. À Lyon. Oui. Et vous venez d'à côté de Saint-Étienne, c'est ça? C'est ça. Donc, je viens d'une petite ville qui est à côté de Saint-Étienne, qui s'appelle Firminy. Je viens d'une famille qui s'appellerait défavorisée, mais c'est un terme que j'aime pas beaucoup. Je viens d'une famille modeste où mes parents ne sont pas allés à l'école, en fait. La seule famille que j'ai, c'est mes parents et mes frères et sœurs ici en France. Et en fait, ce qui se passe dans ma ville, c'est que chaque année, il y a une fête foraine en fait, qui vient. C'est la 3e plus grande fête foraine de France. Et chaque année, il y a des attractions qui viennent et qui sont plus ou moins automatisées et qui font le spectacle pour les gens qui viennent visiter justement la ville. Voilà comment peut naître une vocation, c'est quand même vachement intéressant. C'est-à-dire que c'est en regardant des manèges automatisés que vous vous êtes dit, tiens, l'automatisme, ça me branche. C'est ça, exactement. Du coup, en voyant les robots et les automatismes en fait, qui tournaient à longueur de journée, ça m'a vraiment donné envie de me lancer dans le domaine de l'automatisme. Et du coup, mes parents Sauf qu'une fois qu'on dit ça, voilà, on fait quoi? On se lance dans des études dans l'automatisme, justement, à Saint-Étienne. Et ensuite, j'ai fait une faculté donc à Lyon où j'ai décroché mon master en automatisme. Suite à ça, j'ai commencé à postuler à différents postes en fait, autour de chez moi, autour de Saint-Étienne. Et j'ai tout de suite rencontré des difficultés directement en fait, dès les premiers entretiens. J'arrivais jamais à dépasser le premier entretien. Pourquoi? Parce que j'avais pas assez d'expérience, parce que peut-être que mon milieu social n'allait pas, ou que j'avais pas fait une grande école, parce que je venais d'une école publique. Et vous avez senti le mur, si je puis dire? C'est ça. En fait, il y avait un mur que j'arrivais pas à franchir, qui était directement le cap du premier entretien, et j'avais beaucoup de mal justement à me dégager de ça et me faire une place dans la vie active. Donc, qu'est-ce qui vous a permis de franchir le mur alors? En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à m'améliorer justement sur ce point-là. Et j'ai pris contact avec l'association Nos Quartiers ont du talent. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un entretien avec eux et ils ont proposé de me trouver un parrain qui travaillerait dans le domaine auquel j'aspirais et justement me trouver un parrain qui m'accompagnerait, qui me coacherait pour m'améliorer en entretien ou peut-être m'insérer dans la vie active. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que le parrain que j'ai eu, en fait, c'est le directeur de l'agence régionale à Lyon de Siemens Industries. Vous êtes bien tombé. C'est ça, exactement. Donc Thierry c'est pas le plus mauvais parrain. C'est ça, c'est que ça m'a un peu étonné parce que voir en fait un directeur directement d'une agence de Siemens s'investir sur un jeune comme moi, un jeune diplômé qui a beaucoup de mal à s'investir, à entrer dans la vie active, pardon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est la personne qui m'a le plus aidé à travers ces entretiens avec lui, justement, à comprendre les codes de l'entreprise, à voir justement les façons de se mettre en valeur, d'avoir un discours cohérent avec ce qui est recherché par les recruteurs. Et justement, ça m'a beaucoup aidé à entrer dans la vie active. Et alors maintenant, vous faites quoi chez Siemens, en 2 mots? Là maintenant, je suis ingénieur de service, donc je mets en service justement des machines automatisées pour Siemens, donc en France et à l'étranger. Plus souvent en France, donc dans les 4 coins de la France, que ce soit dans l'agroalimentaire, l'automobile, les énergies renouvelables, le photovoltaïque, le recyclage des déchets, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant de cette expérience? Ça vous amène à quoi? C'est-à-dire que vous vous êtes dit, j'ai du bol, ça y est, c'est bon pour moi, c'est fini? Ou est-ce que vous vous dites, je vais essayer de faire partager ça, je vais essayer de... Ouais. Non, pas du tout. En fait, là, c'est seulement le début de ma carrière, justement. Et j'ai commencé à Paris. Maintenant, je suis revenu en région lyonnaise. Et ce que je voudrais faire, c'est... je me suis encore rapproché de Nos Quartiers ont du talent. Et je souhaite redevenir maintenant, du coup, ambassadeur et parrainer des jeunes. Et pourquoi pas les aider, comme moi j'ai été aidé, à
rentrer dans la vie active. Rendre en fait ce que vous avez reçu d'une certaine façon. Quoi. Exactement. Ouais. Parce que vous avez reçu ce que vous avez gagné par vous-même, hein, parce que bon, je pense que si vous êtes là où vous êtes, c'est que vous le méritez certainement. Bah, j'ai eu beaucoup de chance en fait d'avoir été accompagné par Siemens justement. Et j'aimerais le rendre et pourquoi pas faire entrer un jeune chez Siemens ou ailleurs, mais au moins aider et faire valoir ce qui m'a été offert vers d'autres personnes. Eh ben, merci beaucoup. Je crois qu'on va... Merci beaucoup. Voilà, je crois que c'était la meilleure conclusion qu'on pouvait faire à cette table ronde. Merci, et merci à vous d'y avoir participé, et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.